أعزائي المشاهدين عزيزتي المشاهدات السلام عليكم ومرحبا بكم في برنامج فام أو بلوريال على قناة Maghreb TV. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Femmes au pluriel qui sera consacrée aujourd'hui à un sujet fort, un sujet sensible. Et pour nous en parler, c'est la question des dons d'organes. Et pour nous en parler, j'ai deux personnes. Il s'agit de Madame Géraldine Blomard. Madame Géraldine Blomard est infirmière aux soins intensifs à l'hôpital Saint-Jean. Et elle est aussi infirmière responsable auprès de la CODO, qui est la coordination locale de dons d'organes. Pour nous en parler aussi de l'expérience de ce qu'elle vit auprès des malades, nous avons aussi Madame Rkia Tiyar. Madame Rkia Tiyar est présidente d'une association qu'elle va nous présenter. Elle s'appelle Coésie. Et en plus, c'est une citoyenne responsable puisqu'elle milite et elle mène des campagnes de sensibilisation quant à la maladie du cancer, mais aussi la question du don d'organes. Voilà, le cadre est posé. Madame Géraldine Blomard, donc le don d'organes, comme je l'ai dit, est un sujet très sensible, on peut dire fort. On n'a pas trop envie d'en parler. Non. On ne peut pas voilà, donc, ni se mettre dans la peau d'un donneur, ni dans celui d'un receveur. C'est une question assez sensible. Alors peut-être avant de nous parler de cette question-là et de répondre aux questions qu'on se pose à ce propos, quelques mots sur vous. Vous êtes donc, je l'ai dit, infirmière, mais encore. Ben, merci en tout cas de m'avoir invitée sur ce plateau pour en discuter avec vous. Donc je suis infirmière depuis presque 14 ans à la clinique Saint-Jean et depuis 2008 nous sommes rentrés dans le projet GIFT qui est un projet lancé par le fédéral, le ministère de la Santé, pour détecter au mieux les donneurs potentiels d'organes. Alors depuis 2011, les directives européennes ont exigé de la Belgique d'avoir une coordination locale de dons d'organes. Chose qu'on a fait à Saint-Jean avec une équipe de 5 infirmières et un médecin responsable pour la fonction. Et depuis lors, on essaye de détecter au mieux les donneurs, de les prendre en charge leur famille, mais on a aussi un rôle de sensibilisation, de formation pour le personnel. Et donc, voilà. Merci Géraldine. Madame Tiyar, vous, donc, vous êtes présidente d'une association, Coésie, qui est implantée à Anderlecht. Peut-être quelques mots sur cette association, sur vous. Vous êtes, je sais que vous êtes une citoyenne responsable, marocaine d'origine et marocaine d'origine. Et je suis une maman de 5 enfants, déjà grand-mère de 2 enfants. Merci. Et je suis aussi active à Anderlecht. J'ai l'association qui s'appelle Coésie, donc je donne moi-même l'alphabétisation, donc tout ce qui est alif, bêta et tout. Je ne rentre pas dans le texte, le contexte de l'islam et tout. Simplement apprendre aux femmes lire et écrire. Une fois par mois, on fait les activités aussi, mais les activités, ça dépend le thème. Parfois la santé, parfois ça. Et je suis aussi membre dans l'association, comment on appelle, comme Opteken Kanker. Donc je rappelle que vous êtes néerlandophone. Voilà. Donc je parle aussi le français, néerlandais, berbère et l'arabe. Et qui me permet aussi d'être dans les hôpitaux. Donc, et de pouvoir communiquer avec des personnes différentes. Voilà, c'est ça. Donc, ça fait 6 ans que je suis avec l'association contre le cancer. Et aussi, c'est une association flamande. Et au sein de l'hôpital, moi, je vois beaucoup de choses que les autres, ils ne voient pas, je ne pense pas. Et moi-même, je suis passée par un cancer de sein et tout ce qui est radiothérapie, blabla, et tout, médicaments et tout. Alors, je sais très, très bien. Même, j'ai été bénévole quand j'ai eu le cancer et j'ai reçu ça choc, mais ce n'est pas un choc vraiment plus grave que quelqu'un qui n'a jamais été à côté des gens qui sont comme ça. Et en même temps, je suis maintenant militante avec Madame Géraldine pour le don d'organes parce que je trouve que c'est vraiment un sujet très sensible. Et
parle pas avec tout le monde, mais quand je vois les malades à l'hôpital, vraiment des malades musulmans, comme déjà le matin, une vieille femme qui faisait la dialyse. Donc nous, on était pour le cancer et je demande, tu es là pourquoi? Oui, ma fille, je suis là parce que tous les 2 reins sont partis et je suis en train de faire les dialyses et j'attends que le bon Dieu me donne un rein parce que là, je ne peux plus. J'ai dit, et si ce sera un rein de quelqu'un flamand? Ah, il a dit, ah, je m'en fous. Le moment qu'il y aura un rein et je termine avec ses souffrances parce que la pauvre femme, elle souffre. Merci Madame Tihar Rkia. Madame Blomard, l'ACODO, on l'a dit, c'est la coordination locale de dons d'organes. Vous y avez adhéré il y a quelques années, en 2011, c'est bien ça. Oui. Donc elle a été créée et elle est annexée, ou en tout cas elle est dans le cadre de l'hôpital Saint-Jean. Voilà, comment est née l'idée de créer cette locale, on va dire, de dons d'organes? Au départ, en 2008, le projet GIFT a été instauré par le fédéral. Le projet GIFT, en fait, ils ont appelé ça GIFT comme un don, un cadeau. C'est vraiment pour promouvoir le don d'organes. Ils essayaient en fait d'atteindre des publics cibles, hein, les communes, la population, les écoles, les enseignants. Mais aussi, ils se rendaient compte qu'au sein des services de soins intensifs, on n'arrivait peut-être pas à détecter les donneurs potentiels. Et donc, pour favoriser une meilleure détection et donc une meilleure prise en charge, ils ont formé du personnel pour ce faire. En 2011, l'Europe a décidé que chaque hôpital où il y avait des prélèvements d'organes devait avoir sa propre coordination pour gérer la logistique, l'encadrement, la détection, la prise en charge. Et c'est comme ça que s'est créée la CODO, qu'on appelle à Saint-Jean comme ça, mais dans les autres hôpitaux, c'est pas forcément... on a donné un petit diminutif pour avoir plus facile, mais chaque hôpital qui prélève des organes doit avoir une coordination locale. Alors on est 88 hôpitaux en Belgique à avoir... 7 hôpitaux universitaires. Voilà. Les 7 hôpitaux universitaires ont des coordinations de transplantation, qui n'est pas la même chose évidemment, parce qu'eux font un travail non seulement en amont, donc ils sont en relation directe avec les hôpitaux périphériques qui ont une coordination locale de dons d'organes. Les centres de transplantation, eux, viennent prélever les organes dans les différents hôpitaux et ont un contact avec Eurotransplant qui s'occupe d'allouer les organes en fonction de différents critères et font la transplantation d'organes. Alors, comment est-ce que justement on va commencer donc il y a une différence entre don, transplantation, greffe. Peut-être quelques éclaircissements à ce propos? Oui, en Belgique, en fait, on est, avec l'Espagne, un des leaders mondiaux de prélèvement et de transplantation par million d'habitants. Donc on est un très bon élève. L'année passée, en 2014, on a pu effectuer 952 transplantations. Donc ça veut dire 282 donneurs d'organes qui ont permis ces transplantations, parce qu'un donneur peut sauver jusqu'à 8 vies. Malheureusement, à ce jour, on a encore 1250 personnes qui sont sur liste d'attente. Et donc ce chiffre reste fort élevé. 88 personnes sont décédées en 2014 parce qu'ils n'ont pas reçu d'organes dans les temps. Donc le don d'organes, c'est une problématique, et la transplantation, une problématique qui peut toucher tout un chacun, quel qu'il soit. À un moment donné, on a peut-être tous quelqu'un dans nos connaissances qui sont transplantés ou en attente ou gravement malades. On parle des dons d'organes, mais il y a aussi le don de tissu qui est moins connu et qui va peut-être pas sauver une vie, mais qui va sensiblement améliorer la qualité de vie de ces personnes, avec les grands brûlés, les os, la cornée, les valves cardiaques. Et donc,
finalement, on est toujours dans le même souci d'avoir une demande en organes nettement supérieure à l'offre. Alors, une chose, on va voir juste la loi, qu'est-ce qu'elle dit sur les donneurs. On est tous et toutes, si j'ai bien compris, et dans mes recherches, on est tous et toutes des donneurs potentiels. C'est-à-dire que qui nous dit mot consent, c'est-à-dire que si on n'a pas précisé qu'on ne veut pas de prélèvement, on pourrait, est-ce que le corps médical a le droit de prélever des organes? Alors la loi, elle est bien faite dans le sens où elle date de 86 déjà et elle est basée sur ce que vous avez dit, qui ne dit mot consent. Donc on est tous présumés donneurs potentiels d'organes, sauf si on a émis une opposition de son vivant. Alors comment est-ce qu'on peut... Ça se pratique. Est-ce qu'éventuellement, effectivement, quand on a un malade et qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de formulaire ou de certificat qui atteste qu'on ne veut pas être prélevé d'un organe, est-ce que le corps médical le fait? On va dire que ce n'est pas aussi simple. L'opposition, on peut l'émettre de différentes manières. Alors, soit on va au registre national, donc on se rend à sa commune, à l'état civil, et on va dire qu'on est contre le don d'organes, et on est inscrit au registre national. On peut aussi s'inscrire en faveur du don d'organes au registre national. Et puis, l'autre manière, c'est d'en parler avec ses proches. Et c'est ce qu'on essaye finalement de faire passer comme message. C'est que tout un chacun, à un moment donné, se pose la question, est-ce que je suis pour ou contre? De prendre sa propre décision et d'en parler avec ses proches. Parce que le jour où il arrive quelque chose et que vous êtes en mort cérébrale, on va systématiquement approcher votre famille pour savoir si vous aviez émis une volonté ou une opposition par rapport au don d'organes. Et dans la plupart des cas, malheureusement, on n'en a pas discuté. Ce n'est pas le sujet qu'on aime aborder le dimanche matin, au déjeuner, mais ça reste important parce que souvent les familles, en ne sachant pas ce que la personne voulait, finissent par refuser. N'osent pas. Nous essayons toujours de savoir ce que la personne voulait, souhaitait. Ce n'est pas le choix de la famille finalement, mais face à une opposition familiale, on ne va jamais aller à l'encontre, même si la loi finalement est derrière nous. Mais déontologiquement, on ne peut pas aller au-delà et on ne le fera pas. On essaiera d'informer, de répondre aux questions, d'être à l'écoute, d'utiliser... Il y a en tout cas un passage obligatoire d'interpeller la famille, d'aller plus loin dans la recherche et avoir une réponse certaine pour pouvoir le faire. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, Géraldine Blomard, qui pourrait être donneur? Est-ce que tout le monde peut être donneur? Oui. Il y a des contre-indications pour pouvoir effectuer le prélèvement, mais qui sont médicales. Mais sinon, tout Belge ou tout étranger habitant en Belgique et inscrit au registre des étrangers depuis plus de 6 mois peut être donneur. Donc, il n'y a pas de... Ça peut toucher tout le monde, en tout cas. Dans les communautés musulmanes ou maghrébines, tout court, Madame Thiard, est-ce que c'est un sujet qui revient, comme disait Madame Géraldine, un dimanche matin au petit déjeuner? Moi, j'aimerais bien être donneur ou pas du tout, encore moins. En fait, dans toute ce qui est communauté maghrébine, je pense tous les musulmans, en fait. Chaque fois que je parle avec quelqu'un, il te dit non, c'est interdit, c'est haram par nous. Oui, c'est haram, mais c'est qui l'a haram? Ou bien c'est comme le jour qu'on faisait aussi sensibilisation. Quand je viens chez un monsieur, je dis simplement le flyer. Donc je donne, monsieur, juste pour lire et juste une information. Alors il me stoppe comme ça. Non, je suis un musulman. Je suis désolée, moi si je suis musulmane, je ne suis pas ici Géraldine à côté de toi quand même. Non, c'est Géraldine, elle est là. Je suis musulmane comme toi. Après, il me laisse et il part.
En fait, c'est un sujet sensible, très très sensible, et que les gens ils veulent pas parler entre eux. Et je pense qu'ils veulent pas. Je ne sais pas. Moi, je suis pas ni imam ni mufti pour dire qu'est-ce qu'ils pensent les oumamas. Mais en tant que musulmane, en tant que femme musulmane, moi je suis pour. Parce que j'ai ma famille, j'ai aussi plein de gens de ma famille qui sont partis à cause de ça. Et j'ai aussi mon beau-frère qui s'est fait aussi transplanter, c'est ça? Greffer un rein. Et ça, il n'a jamais demandé d'où il vient. Et c'est pour ça que j'ai dit, quand Mohamed a besoin d'un rein, on peut le donner de Georges, pas de problème, on ne discute pas d'où il vient et tout et tout. C'est tout, il est bien, il est en bonne santé. Mais quand Georges il a besoin d'un rein, Mohamed, il ne peut pas le donner. Ça, il faut... Pour moi, je pense que il faut sensibiliser. Il faut aller... mieux connaître ce sujet en tout cas et le traiter. Oui, c'est pas agréable à discuter, mais il faut le... Non, du tout. Et il y a un monsieur qui est passé devant moi, il me dit « Je ne veux pas mourir ». J'ai dit « Ah, monsieur le Hajj, Allah يطول في العمر. Non, je ne veux pas que tu meurs. Allah يخليك لوليداتك. Mais c'est simplement un sujet tabou que les gens, ils aiment. Je ne sais pas, ils ont peur, je pense, de parler sur ça. Comme on a peur d'attraper le cancer. Oui. Parce que le cancer, ça reste toujours... Ah ouais, d'accord, la mauvaise maladie. La mauvaise maladie, ça reste toujours mort de Chine. Mais quand ça tombe sur eux, là, en ce moment-là, ils vont commencer à courir et tout. Sida, ça reste toujours une maladie taboue. Quand on n'approche pas le type ou la femme parce qu'il a fait zina, il a fait ça et ça et ça. Donc c'est à cause de ça. Tu vois, ça, c'est pas l'islam, tu vois. L'islam, il nous donne d'aller en avant, d'aller apprendre. Je sais pas, moi, à mon avis, moi, je parle pas sur tout le monde, je parle simplement pour moi-même. Et vous dites ça parce que vous avez l'expérience et vous rencontrez des gens, vous faites des visites à l'hôpital, vous rencontrez des malades, mais aussi leurs familles. Je fais des visites à l'hôpital, je fais des visites à la maison. Et on voit s'ils sont en ordre dans la mutuelle pour le truc transporté au Maroc et tout. Je suis avec des malades que les pauvres ils sont là coincés, ils n'ont pas de remède, il n'y a rien. Donc on est au 7e étage quand on est chez les gens qui sont condamnés aussi à la mort donc, par rapport à la maladie. Moi j'ai dit à tous les musulmans, s'il vous plaît, prenez simplement une demi-journée et venez visiter l'hôpital, n'importe quel hôpital. C'est pas parce que c'est Saint-Jean et je suis dans Saint-Jean. Non, prenez n'importe quel hôpital. Venez faire une seule visite. Et je vais vous faire passer dans les chambres et je pense qu'ils vont changer. Ils vont changer leur mentalité. Et c'est la maman ou le papa, il tombe malade. Ou bien simplement un frère ou une sœur. Un enfant, son fils et tout. Donc, on va courir, on va tourner, on va faire tout pour que nos enfants, ils doivent... Donc, c'est la même chose. On est des êtres humains. Et le bon Dieu, il nous a mis sur terre pour s'aider entre nous. Essayez d'être vraiment solidaires. S'il vous plaît, essayez d'être solidaires. C'est tout ce que je demande. Merci Ruqayya. On reviendra avec vous. Comment est-ce que vous êtes rentrée dans cette dynamique de sensibilisation et que vous avez travaillé il n'y a pas longtemps dans une journée de campagne. Mais Géraldine, comment est-ce que justement on pourrait augmenter le nombre de donneurs? Mais il y a plusieurs objectifs qu'on pourrait essayer d'atteindre et chacun à notre niveau, mais il y a déjà le refus des familles. Le fait d'avoir entre 10 et 15% de refus de famille par manque d'information, par peur d'une atteinte corporelle, et ça, chez les musulmans, c'est souvent une grosse inquiétude. Et donc, il y a des campagnes de sensibilisation qui sont lancées par le ministère de la Santé régulièrement. Il y en a une ici qui vient d'être lancée pour les écoles et peut-être dans le métro, vous avez déjà vu des nouvelles affiches un peu percutantes. Il y a les associations de patients en attente de greffe, mais aussi de transplantés, qui œuvrent vraiment pour la sensibilisation dans les associations.
Et puis il y a les hôpitaux comme nous, où on essaye à notre petit niveau de sensibiliser toute la population. Et donc on ne veut pas stigmatiser les musulmans. On se rend compte que chez nous, ça reste quelque chose, en effet, de sensible, même si on a des donneurs musulmans. Et ça, on ne peut pas l'oublier. On a des familles musulmanes qui refusent et qui disent que c'est la religion qui l'interdit, mais on a aussi des familles musulmanes qui acceptent. Donc il y a une mauvaise information sur la question. Il n'y a pas de... Enfin, nous, on le perçoit comme ça, au niveau de Saint-Jean, je vais parler au nom de Saint-Jean, il n'y a pas de consensus au niveau des autorités religieuses supérieures, pour la Belgique en tout cas. Il n'y a pas une fatwa qui dit, qui positionne la religion musulmane par rapport au don d'organes. Et donc, ce n'est pas nous, en tant que non-musulmans, qui pouvons aller dire à une famille l'islam l'autorise ou pas. Tout un chacun est donneur potentiel, hein, on peut prélever s'il n'y a pas eu d'opposition. Maintenant, à nous aussi d'utiliser beaucoup de tact, de patience, parce que ça reste un patient chez qui on pourrait prélever, mais cette famille, on vient d'annoncer un décès. Et donc, souvent, on est dans une situation brutale, de choc. Ce qu'ils vivent est terrible. Et qu'on soit musulman ou pas, ça reste très, très difficile. Et les professionnels de la santé doivent être formés vraiment pour pouvoir communiquer de manière humaine avec ces familles. Mais pour les journées de campagne, vous avez travaillé, vous avez consulté des figures comme un imam, comme des personnes, des personnalités religieuses. Qu'est-ce qui est rapporté? C'est délicat pour moi, en tout cas, de rapporter ce que l'imam avec qui on collabore a dit, si ce n'est que c'était très positif. Ça nous a aidés à informer correctement et à entendre le questionnement aussi. Hein. On n'a pas le savoir et on est prêt aussi à évoluer dans notre manière de faire, d'être attentif à certains points plus sensibles, hein, comme l'intégrité corporelle. La loi exige qu'il y ait respect de la dépouille mortelle, chose auquel on est très attentif. Il y a l'anonymat aussi et la gratuité. Mais le respect de la dépouille mortelle, c'est quelque chose qui touche tout un chacun. Et donc, lorsqu'il y a un prélèvement, par exemple à Saint-Jean, l'équipe de coordination reste jusqu'à la fin. On se porte un peu garant pour la famille et on accompagne la famille après le prélèvement, si elle le souhaite, pour se recueillir encore une fois auprès du défunt. Et on sait que pour les musulmans c'est important de remettre le corps le plus rapidement possible pour pouvoir le rapatrier et l'enterrer. D'après votre expérience, Madame Thiard, est-ce que vous avez déjà eu affaire à une affaire comme ça où il a fallu parler avec la famille et convaincre qu'il y a un don d'organes et d'accompagner aussi le receveur? J'essaie. Comme je dis toujours, c'est un sujet tabou et sensible, donc j'essaie. De mon côté, j'essaie vraiment de parler, mais aller jusqu'au un pas plus, pas encore. Mais on est dans la discussion. Je trouve quand même des gens très sympas qui te disent ben oui, avec plaisir, pourquoi pas. Si moi, un jour, j'ai besoin, pourquoi pas, je le donne aussi. Mais j'ai une question aussi de quelqu'un, il m'a dit, et toi, tu le donnes? Je dis, mais oui, moi, je donne avec plaisir. Parce que là, je vais mourir. Et là, j'aimerais bien que si j'ai le foie ou quelque chose qui est encore bon, ça reste pour quelqu'un d'autre. Parce qu'on dit, من أحيا إنسانا كأنما أحيا الأمة كاملة بحال كنقولوا لك كيحيي واحد الإنسان بحال qui sauve une vie, sauve une humanité. Voilà, c'est ça. Donc تبرع الأعضاء, c'est un petit peu. Pour moi, mais pour les gens, moi, je peux pas encore, tu vois.
Voilà. Et autour de vous, vous en parlez? Si. Oui. Pour l'instant, je suis vraiment en train de شوية بحال قال لك petit à petit كنطلعوا درجة بدرجة شوية بشوية درجة بدرجة مي إن شاء الله خير إن شاء الله باسكو غير تكون المونتاليتي تفتحت و العقلية غادي تفتح وبنادم غادي يشدها ما يشدهاش زعما غادي تقتلوني وغادي ديروني لا يشدها غير باغ ديبلوماسي شويه بشويه جاب لي الله غادي ان شاء الله باذن الله نوصلوا نفتحوا لهذا سميتو لان حتى حنا راه المغاربه راه كاينين بزاف في السبيطار داكشي كنقول للمغاربه سيروا للسبيطار حم بابكم زوروا السبيطار غادي تشوفوا يشوفوا بعينيهم يشوفوا البيبي صغير كيسنى يشوفوا مرات تبارك الله بحال القد ديال امهم قد ديال حناهم كاينين تما الناس مساكن مغاربه اللي كيسناو ماشي غير ولاد هذاك هو اللي كيعطيك الشجاعه كيعطيني الشجاعه بزاف لان علاش المغاربه مساكن ديالنا كيسناو بزاف صراحه ولا من ناحيه نتاع دونو دورغان ولا من ناحيه نتاع الكونسير دونك عرفتي راه غير في سان جون راه 15% تاع لو كا دو كونسير اوني 12% ماروكان et 7% belges vraiment énorme. Ça, c'est le taux de cancer qui est là-bas. Donc, moi, quand je suis à Saint-Jean, je vois tout. C'est ça qui me donne la force. Ce qui me donne aussi courage d'aller plus loin et d'aller plus loin, c'est tout. C'est tout ce que je veux dire. Merci, Ria. Madame Vlomar, si on décide maintenant d'être donneur, quelle est la procédure? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on doit aller chercher un papier à l'hôpital ou bien à la commune ou autre? Eh bien, justement, je voulais rajouter par rapport à ça que, pour vous donner un exemple concret, on a déjà eu des familles, parce que nous, on aborde le prélèvement d'organes avec toutes les familles, hein, quelle que soit la religion, la langue. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement. Et on se rend compte au sein d'une même famille que parfois, il peut y avoir des tensions parce que certains sont pour et d'autres contre. Et donc, à partir du moment où on a pris les informations et qu'on a décidé pour soi-même, le mieux, c'est encore d'aller à l'administration communale, à la commune, à l'état civil et d'aller signer un document comme quoi on s'inscrit au registre national comme étant en faveur ou en opposition. C'est un soulagement pour les familles de savoir que votre décision est prise et personne ne peut aller en l'encontre de ça. Ici, le fait de sensibiliser le public à cette manière de faire, le positif, c'est que le nombre de personnes qui sont inscrites au registre national en opposition est stable depuis 1986. On a 187 000 personnes qui se sont opposées au don d'organes et depuis fin 2014, pour la première fois, le nombre de personnes s'inscrivant en faveur du don d'organes a dépassé et on est à 220 000 personnes. Donc, de donneurs potentiels. Ça ne veut pas dire que vous allez être donneur, mais ça veut dire que vous avez pris position et que s'il arrive quelque chose, voilà, personne ne pourra aller à l'encontre de ça. Est-ce qu'un donneur peut décider de l'organe qu'il veut donner et celui qui ne veut pas du tout donner? Oui, et donc ça par contre, on ne sait pas le faire à l'administration communale, parce que soit on est donneur, soit on ne l'est pas. Par contre, on peut dire à sa famille, moi je veux bien donner mes organes, tout ce qu'on veut, sauf mes yeux, hein, sauf mon cœur, sauf... voilà, peu importe, mais on a le droit de dire tel et tel organe, je ne veux pas les donner. Et le receveur, en général, reçoit tout? Donc c'est Eurotransplant qui s'occupe d'allouer les organes en fonction de différents critères. Eurotransplant, c'est un organisme qui est basé aux Pays-Bas et qui comporte 7 pays. La Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche, pas l'Espagne. La Croatie et la Slovaquie. Et je pense que j'en ai oublié un, mais enfin soit. Et en fonction de différents critères, à savoir le groupe sanguin,
la taille et le poids du patient, le degré d'urgence, la compatibilité tissulaire. C'est Eurotransplant qui va décider que l'organe de Monsieur X, qui est par exemple à la clinique Saint-Jean, le foie par exemple, il va être alloué à quelqu'un qui habite aux Pays-Bas en fonction de ces différents critères. Ou bien en Croatie, ou bien en Croatie. Ça peut, l'inverse est vrai aussi. Hein. Un organe qui vient de Croatie ou du Luxembourg peut très bien se retrouver chez quelqu'un qui habite en Belgique. Le fait d'être à plusieurs pays, forcément, ça augmente la probabilité d'avoir un organe. Ça s'appelle de la cohésion et de la solidarité inter. On reste toujours sur la cohésion. Oui. Est-ce que la question est sensible aussi dans ces pays-là? Oui, je pense que chaque pays rencontre des difficultés, peut-être à différents niveaux, hein, mais ça reste problématique. Il y a toujours une offre insuffisante par rapport à la demande. J'ai lu, hein, en faisant des recherches pour cette émission, qu'au Maroc, on favorise, hein, que le ministre de la Santé et même de la Justice promeut les campagnes de sensibilisation pour les dons d'organes. Vous savez ça, Madame Ria, que... Je savais qu'au Maroc, ils sont pour, en fait, pour la sensibilisation et tout. Et je trouve que c'est dommage qu'ici, ils ne font pas la même chose que là-bas. Le nombre est très minime. Très minime, ça c'est par sûr. rapport à la France, par exemple, et par rapport à la Belgique. Mais c'est en progression et les campagnes se font... C'est ça. Et j'explique à Géraldine comme quoi le Maroc, ils sont open, comme on dit. Ils sont ouverts par rapport à des sujets comme ça. Parce que quand je parle avec eux ou quand je pars au Maroc, donc je vais aller visiter, par exemple, l'association de la Selma ou les autres associations. Ils parlent vraiment libre et tout. Ils disent exactement qu'est-ce qu'ils font là-bas. Et je pense qu'il faut prendre aussi un tout petit peu de... Alors, une question juste pour un petit peu éclairer. Quels sont les organes qui sont vraiment en manque? En manque, oui. Je ne connais pas les chiffres exacts en fait pour chaque organe, mais on va dire que l'organe le plus transplanté, c'est les reins. Et qu'il y a une grosse demande en Belgique, mais les organes nobles, les reins, le cœur, les poumons, les intestins, le foie... Les tissus. Et les tissus, oui, qu'on ne connaît pas, hein, et pas assez en tout cas, mais qui aident énormément de personnes à améliorer leur qualité de vie. Voilà, ça reste important. Au Maroc, c'était aussi ça, c'est la transplantation du rein qui est la plus courante et la plus demandée. Oui. Alors, par rapport justement à ces organes, est-ce que vous êtes dans la situation où le malade dit... Est-ce que vous êtes déjà retrouvé devant la situation où le malade dit « je ne veux pas recevoir Recevoir. Oui, recevoir. Donner, vous nous avez dit qu'on pourrait le... En l'occurrence, à Saint-Jean, on est un hôpital périphérique, non universitaire. Et donc, on a une coordination locale de dons d'organes, mais pas de transplantation. Seuls les centres universitaires font la transplantation. Et donc, nous, on n'a qu'un versant du problème, finalement. Hein. On n'a pas ce côté de la transplantation. Ça, c'est les hôpitaux universitaires. Donc, je ne peux pas répondre à cette question parce que nous, on a soit des refus de patients. Hein. On a déjà eu une fois un refus au registre national, ce qui est assez rare, mais quelqu'un qui s'était positionné. Et donc, finalement, les choses sont bien claires. C'est une décision à respecter. Mais au moins, c'était dit. Et dans l'autre sens, c'était pareil aussi. Quelqu'un qui s'inscrit en faveur. Pour la famille, c'est un soulagement de savoir, voilà, c'était son choix et c'est à respecter. Oui. Dans les communautés maghrébines, est-ce que ça arrive que des personnes disent non, je ne veux pas recevoir? J'ai pas le moindre... Non.
souvenir. Non, du tout. Dans vos rencontres avec les malades? Non, du tout, du tout. C'est plutôt ils ont besoin vraiment parce que la souffrance, personne ne demande ça. Et parfois ils ont vraiment, ils sont hâte d'avoir ça. Ils sont vraiment, ils veulent. Et c'est la souffrance, tu sais, qui met les gens un peu plus avancés. Et tout Alors par rapport aux donneurs, est-ce qu'il y a un public cible de donneurs potentiels? Non. Plus particulièrement? Non, on va dire que à tout âge on peut être donneur. Pour vous donner une idée, le donneur le plus âgé en 2014, il avait 86 ans. Et donc il a donné son foie. Alors on ne va pas aller le transplanter à quelqu'un qui a 20 ans, c'est certain. Mais on est obligé finalement d'aller de plus en plus loin dans les critères pour pouvoir pallier au manque d'organes. Et si l'organe est de qualité, et ça c'est notre rôle aussi en tant que soignant, c'est de maintenir un donneur potentiel de manière stable au niveau hémodynamique pour garantir une qualité d'organe pour que le receveur puisse vivre avec cet organe. Mais il n'y a pas de public cible. Voilà, à chaque âge, on peut prélever les organes et les tissus. Et les campagnes de sensibilisation se font aussi bien auprès des jeunes qu'auprès des femmes, des hommes, des personnes âgées. Donc le ministère de la Santé organise chaque année des campagnes. Ici, ils ont installé un bus qui va se déplacer dans toute la Belgique et qui va aller à l'encontre des écoles, des écoliers et des enseignants pour expliquer le don d'organes, des affiches. Et nous, chaque année, avec la journée européenne du don d'organes, on essaye d'organiser une journée au sein de l'hôpital pour sensibiliser le personnel soignant de la clinique, parce qu'on se rend compte que c'est pas parce qu'on est soignant qu'on est forcément bien au courant de la situation, et le public, les visiteurs qui viennent à Saint-Jean. Et donc on va à leur rencontre, et c'est comme ça que Madame Thiers est venue nous aider, parce que je pense qu'un musulman a peut-être plus facile de discuter de ça avec quelqu'un de sa communauté. Même si on a pu aider Madame Thiers à répondre justement aux questions plus techniques, et plus précises. Voilà, mais c'était une journée riche. Magnifique. Parce qu'on se rend compte que les gens viennent assez facilement vers nous, et inversement, et il y a un échange. Ça nous permet aussi de se rendre compte que c'est pas un sujet facile, c'est pas un sujet qu'on aime aborder en famille, mais c'est quelque chose. Oui, voilà, et le tabou doit tout doucement se lever, en tout cas. On reviendra sur cette question de sensibilisation, ces journées de campagne, chers auditeurs, auditrices, pas auditeurs, c'est mesdames et messieurs, Azizati Mouchahidat, dans quelques instants, avec les invités de Femmes au pluriel, Madame Géraldine Blomard, infirmière auprès de Saint-Jean, Madame Thiers, une citoyenne responsable, très, très dynamique. Dans quelques instants, le temps d'une page publicitaire. Alors, de retour, chères dames, chers messieurs, j'ai l'habitude avec mes invités, toujours Madame Thiers Blomard et Madame Rkia. Non. Oui, c'est ça, je crois que j'ai confondu, pas encore. C'est un mélange. C'est très bien. Tout à l'heure, Madame Thiers disait « je ne suis pas Géraldine », mais finalement,
Alors, Ruqia et Géraldine, le sujet d'aujourd'hui était le don d'organes tabarru' al-a'da, un sujet, comme on l'a dit, hassas, sensible, fort. On n'a pas trop envie d'en parler, mais il faut y songer parce que ça peut sauver. C'est chouette de penser qu'on pourrait, en sauvant une vie, sauver toute l'humanité. Vous l'avez rappelé. Un rappel aussi que toute personne qui n'a pas émis le refus de donner des organes est un donneur potentiel. Ça, c'est la loi qui le dit, même si ça ne se pratique pas comme ça ne se pratique pas vraiment. Hein. On ne va pas prélever comme ça dans le corps d'une personne alors qu'elle elle ne voulait pas. Donc il y a une consultation à la famille, il y a une consultation de son dossier, etc. Je suppose. Est-ce que mon rappel est bien juste? Oui. On consultera le registre national d'office, ça c'est une obligation légale, et on consultera la famille pour voir si la personne avait émis une volonté ou une opposition de son vivant oralement ou par écrit. Alors, une question, voilà, peut-être pour voir vraiment comment est-ce que ça se passe concrètement, quand est-ce qu'il y a un prélèvement auprès d'une personne qui est peut-être, comme vous l'avez appelé, en mort cérébrale. Comment ça se passe? Quelle est la procédure? Est-ce qu'on prend... Enfin, dites-nous. Peut-être que je peux partir d'un exemple pour avoir plus facile à l'expliquer. Ça peut être monsieur X qui a fait un accident vasculaire cérébral, une hémorragie cérébrale, et qui est aux soins intensifs. On fait différents examens cliniques, des examens cliniques et des examens complémentaires, un électroencéphalogramme, des potentiels évoqués, qui vont nous permettre de voir que ce patient est en mort cérébrale. Donc c'est la destruction irréversible du cerveau, et donc le patient est décédé. Lorsqu'on a un donneur potentiel en mort cérébrale, on va d'abord, avant toute autre chose, annoncer le décès à la famille. C'est un choc, c'est brutal. À nous d'utiliser un discours sans détour, de répondre à toutes les questions, parce que la mort cérébrale, ça reste un concept difficile. La personne, elle continue de respirer avec le respirateur, sa peau est chaude, on voit les battements du cœur, mais son cerveau est mort, et donc elle est décédée. Une fois qu'on a informé la famille, les proches que le patient est décédé, que monsieur X est décédé, on va voir son dossier médical et voir s'il y a des contre-indications au prélèvement d'organes. On va consulter aussi le registre national pour voir s'il y avait une opposition de son vivant. S'il y avait une opposition, les choses s'arrêtent là. On accompagne la famille dans son deuil, mais on ne va pas parler du don d'organes. Par contre, si il n'y avait rien au registre national, et c'est la plupart du temps comme ça que ça se passe, on va aller vers la famille, aborder le sujet des prélèvements d'organes pour savoir ce que la personne avait dit de son vivant. Alors soit elle avait dit oralement qu'elle ne voulait pas donner ses organes, et les choses s'arrêtent là. Soit elle n'avait rien dit, ce qui arrive aussi régulièrement, et là, on est là pour répondre à toutes les questions des proches, la famille, pour informer comment ça va se passer. Si la famille refuse, on n'ira pas plus loin. Par contre, si la famille nous dit « il était pour » ou on est d'accord pour que vous le fassiez, eh bien, il y a toute une organisation qui va se faire, à savoir qu'on continue d'accompagner la famille, parce que ça reste un patient et que sa famille est occupée de vivre quelque chose de terrible. Donc on est là pour accompagner la famille, mais on est aussi là pour maintenir le patient le plus stable possible, pour garantir la qualité de ses organes, pour le futur receveur. On travaille en collaboration avec le centre universitaire
qui lui va coordonner avec Eurotransplant l'allocation des organes vers les différents hôpitaux ou vers les différents pays. Et donc, je ne vais pas aller dans les détails sur comment techniquement ça se passe, mais la famille a une grande place dans notre prise en charge. Elle aura le temps de se recueillir auprès du patient avant de descendre au quartier opératoire. C'est une opération qui peut prendre quand même plusieurs heures. Et elle aura le temps de se recueillir après le prélèvement aussi, si elle le souhaite, à la morgue. On essayera de rendre le corps le plus rapidement possible pour pouvoir justement effectuer les rites funéraires et rituels. Et voilà, de pouvoir enterrer la personne rapidement. Concrètement, c'est comme ça que ça se passe de manière très synthétique. Là où je voudrais insister, c'est que pour nous, en tant que soignants, ce n'est pas quelque chose d'anodin. On est souvent confronté à la mort aux soins intensifs. Et que ce soit pour un don d'organes ou pas, la mort reste quelque chose de difficile. On reste des êtres humains, on est touché par la peine des familles, par la souffrance des familles. Le fait de pouvoir aller jusqu'au prélèvement d'organes, c'est délicat aussi pour nous d'aborder une famille. Et donc quand les gens en ont parlé de leur vivant, c'est non seulement un soulagement pour les familles, mais aussi pour nous. Parce que... vous dites pas, vous le culpabilisez peut-être pas. Certains soignants, maintenant l'expérience fait beaucoup, mais parfois, oui, on a l'impression de rajouter un peu de douleur. Même si, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Les patients, enfin les familles ont de la peine, mais ce n'est pas le don d'organes ou le prélèvement d'organes qui va rajouter de la peine. C'est le fait d'avoir perdu un être cher qui fait souffrir. Donc, quelque part, on n'a pas à se sentir coupable. Mais humainement, voilà, on accompagne les familles et ça reste un travail parfois difficile. C'est aussi le fait que votre travail s'arrête à ce prélèvement et quand le défunt est parti. Votre travail, vous ne savez pas les organes où ils sont partis, donc vous ne voyez pas le receveur. On reçoit un courrier, comme les familles peuvent aussi choisir de recevoir un courrier pour savoir ce que sont devenus les organes, ce qu'on a prélevé et ce qu'ils sont devenus. Et donc, c'est vrai... Est-ce qu'on peut savoir à qui on a donné? Non, pas à qui parce que c'est anonyme, mais Monsieur X, par exemple, a pu donner son rein à quelqu'un, à un homme âgé de 25 ans. Et la greffe s'est bien passée, le receveur se porte bien. Est-ce que le receveur parfois cherche à connaître le donneur ou la famille du donneur? Il ne peut pas y avoir de contact entre le receveur et le donneur, mais le receveur souvent a envie de remercier son donneur. Et donc, il peut transmettre au centre de coordination de transplantation un courrier à destination du donneur, enfin de sa famille. Et donc, il ne peut pas y avoir de nom ou de signe, en tout cas distinctif. On ne peut pas pouvoir retrouver cette personne à travers son courrier. Mais pour certains receveurs, c'est vraiment important de remercier le donneur. Tout comme certaines familles de donneurs ont parfois besoin d'écrire au receveur en disant voilà, mon fils vous a donné son cœur et à travers vous, il revit. Enfin, voilà, il y a parfois des courriers qui s'échangent entre familles. Une partie de ce fils qui vit encore quelque part. C'est peut-être ça qui... C'est ça. Oui, pour certains, c'est important. Pour d'autres... Ça soulage, je pense, chez les parents aussi. Théa, oui, vous avez déjà rencontré des personnes qui avaient reçu un organe et qui... Ils ont reçu un organe et qui cherchent toujours à qui il va remercier. Donc, il envoie chaque fois une lettre à l'hôpital pour dire « S'il vous plaît, remerciez-moi le monsieur qui m'a donné tel organe et tout. Oui, même dans ma famille aussi. Oui. Oui. Et donc, ça, c'est vraiment une règle
bien. Oui, l'anonymat, stipulé, c'est bien primordial. respecté. Il ne peut pas y avoir, on ne peut pas trouver soi-même son donneur, sauf pour le don d'organes vivants, chez les personnes vivantes. Donc on peut donner un rein à quelqu'un de sa famille s'il n'y a pas de préjudice pour sa propre santé. C'est aussi des règles bien strictes. Oui, c'est des conditions. Oui, il y a des conditions bien établies. Il y avait des conditions à être donneur, c'est-à-dire que le donneur ne peut pas tomber malade à la suite de son don. Oui, ça ne peut pas être préjudiciable. Maintenant, pour le don d'organes chez quelqu'un de décédé en mort cérébrale, on ne peut pas choisir nous-mêmes à qui va aller l'organe. Il ne peut pas y avoir une forme de commerce. Ça, c'est aussi interdit par la loi de ne pas vendre un voilà, organe. C'est totalement gratuit, y compris pour le donneur. Donc à partir du moment où on a établi le diagnostic de mort cérébrale, signé par 3 médecins, ça c'est aussi une exigence de la loi. 3 médecins vont faire les différents examens pour faire ce diagnostic de mort cérébrale. Et donc tous les examens qu'on va faire par la suite pour voir si le cœur est en bon état, pour voir si la prise de sang est correcte, pour voir si le foie est en bon état, enfin, les examens qu'on va faire pour voir quel organe on va pouvoir prélever, tous ces examens ne seront forcément pas à la charge du donneur, sa famille. Ce sera la mutuelle qui prendra ça en charge, la mutuelle du receveur. Mais voilà, c'est totalement gratuit lorsqu'on fait un prélèvement d'organes. Donc quand on fait un don. Oui, c'est ça. Donc le donneur ne paye pas en fait. Voilà. Non, ce qui est logique. Voilà. Alors peut-être de toute façon toutes ces informations, je pense que tous les services qui traitent ce sujet peuvent les donner et à Saint-Jean aussi. Je pense qu'il y a la coordination s'occupe de cette information, le fait de cette tâche d'informer les personnes quant à toutes ces règles que vous dites. Oui, on est un médecin responsable et 5 infirmières. Et on est infirmière aux soins intensifs et en plus on a ce rôle de coordination locale de don d'organes. Et donc on est là pour répondre justement aux questions des familles, les prendre en charge le patient. Et c'est notre rôle, mais nos collègues sont tout aussi habilités que nous pour prendre en charge les donneurs potentiels. La seule chose, c'est que s'occuper d'un donneur potentiel, ça prend énormément de temps et beaucoup de coups de téléphone et de logistique. C'est finalement coordonner les différents services concernés parce que lorsqu'il y a un don ou une transplantation, finalement, il y a énormément d'acteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc on a le patient en première ligne et sa famille, mais ça va jusque la femme de ménage qui va nettoyer le quartier opératoire après, les ambulanciers qui vont transporter les organes. Enfin, ça touche énormément de personnes et il faut que toutes ces personnes soient coordonnées. Voilà, en parfaite coordination. Pour que les choses roulent et qu'il n'y ait pas de couac lors d'un trajet. Il neige, il faut trouver une solution pour pouvoir transporter le cœur du patient. C'est réfléchi au préalable. Voilà, c'est ça. Et les équipes de transplantation, de coordination de transplantation jouent un énorme rôle là-dedans parce qu'eux sont au centre finalement. Ils ont le contact avec les hôpitaux tels que Saint-Jean et puis les hôpitaux receveurs des organes. Donc ça demande beaucoup de travail et de maîtrise professionnelle. Mesdames et messieurs, si vous voulez de plus amples informations à ce propos, don d'organes, tabarru' bil a'da, on peut vous contacter la coordination. On peut contacter aussi Belle-Donneur, qui a un site internet, belledonneur.be. Et ça, c'est le service du ministère de la Santé qui
qui s'occupe de la promotion du don d'organes et qui répond à toutes vos questions. Si vous avez besoin d'informations, de folders, de brochures ou même de séances d'information, vous pouvez vous adresser à eux sans aucun problème. Balldonneur.be. Merci Madame Blomard, merci Madame Thiard de nous avoir éclairé à ce sujet. Peut-être un dernier mot de la fin à toutes les personnes qui nous regardent. Mais je dirais que s'il y a une chose à retenir, c'est finalement, quelle que soit votre décision, c'est peut-être de prendre le temps d'y réfléchir, de se décider, d'en parler à ses proches et d'aller jusqu'à la commune peut-être pour faire la démarche lors Enfin, il ne faut pas prendre congé forcément pour faire ce genre de démarche, mais en tout cas d'y réfléchir et d'en parler avec ses proches parce que personne n'est à l'abri. Ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite, mais voilà, c'est un soulagement pour les familles après. Et puis il faut peut-être penser au receveur qui sera sauvé grâce à ce geste. Merci Madame Thiard. Ouais, donc je complète simplement بالعربية يوم علينا ويوم عليكم. Donc اليوم لي أنا وغدا لكم نتوما. Essayez de parler autour de vous et essayez de simplement nous aider s'il vous plaît à faire. Vous pouvez continuer en arabe voilà. si vous voulez. Non, عاونونا دونك غير الدعم ديالهم سي راه واحد الدعم غادي يكون واحد حاجة زينة زعما صراحة. الدعم ديال الإخوان المسلمين ويديروا يهضروا بيناتهم يهضروا في انا ماذا بيا يهضروا رجال ملي يتلاقاو في القهوه بيناتهم العائله ملي تلاقى هكذا مع في الدار متجمعين ماذا بيا يهضروا بيناتهم على هذا الموضوع على هذا الموضوع غير التوعيه بيناتهم وصافي نقدروا نوصلوا لواحد الحل لان راه حتى المغاربه ديالنا مساكن مرضين بزاف الله يكون في العوان ديالهم والله يشافي الجميع صراحه والله شكرا مدام Thiard. Merci madame Blomard. L'émission donc Femmes au pluriel touche à sa fin. Je vous retrouve pour une nouvelle émission la semaine prochaine. D'ici là, soyez heureux et heureuses.